Un lionceau emprisonné dans une cage minuscule pendant des années parvient enfin à s'échapper. Et ce qui se passe ensuite choque le monde entier. Une histoire de survie qui défie toutes les attentes, où la nature montre son pouvoir de guérison et de transformation. Entre larmes et espoir, nous découvrons le véritable sens de la liberté. Préparez-vous à un voyage émotionnel qui changera votre vision des animaux. Abonnez-vous, laissez un like et dites en commentaire d'où vous regardez. Dans le paysage doré de la savane africaine, où le soleil embrasse la terre de sa chaleur intense et où le vent murmure des secrets ancestraux parmi les hautes herbes, un petit lionceau jouait insouciant sous le regard attentif de sa mère. Ses yeux ambrés, encore innocents, ne pouvaient imaginer le destin cruel qui l'attendait. Le rugissement désespéré de sa mère fut le dernier son familier qu'il entendit avant que des mains rudes ne l'arrachent à sa maison. Le métal froid de la cage coupa sa peau douce, alors qu'il était transporté pendant des heures interminables dans des véhicules étouffants. L'odeur de la peur imprégnait l'air autour de lui, se mélangeant à l'odeur de sueur des contrebandiers qui riaient et parlaient dans des langues qu'il ne comprenait pas. Ses petites dents et ses griffes, faites pour apprendre à chasser dans les vastes plaines africaines, grattaient maintenant inutilement les barreaux qui l'emprisonnaient. Sa nouvelle demeure, une cage métallique de 2 mètres carrés dans un domaine privé au cœur de l'Afrique du Sud. Un espace si limité que, même lorsqu'il était lionceau, il pouvait à peine faire plus de 3 pas dans n'importe quelle direction. Le destin d'un animal né pour parcourir jusqu'à 30 km par jour, réduit à un éternel va-et-vient entre des barrières artificielles. Des années passèrent ainsi, le petit lionceau se transformant en un magnifique lion adulte, mais sans jamais connaître la liberté. Les visiteurs du domaine, hommes et femmes en vêtements chers et appareils photo sophistiqués, payaient des sommes exorbitantes pour photographier le roi de la jungle sur son humble trône de béton et de métal. Des flashs continus bombardaient ses yeux sensibles, provoquant des maux de tête que personne ne remarquait. Ses pattes, faites pour sentir la terre humide sous des coussinets sensibles, ne connaissaient que le béton rugueux qui déformait lentement ses os et ses articulations. 5 années se sont écoulées de cette manière. 5 années où chaque lever de soleil était identique au précédent. Chaque coucher de soleil n'étant que le prélude d'une autre nuit solitaire. Son corps majestueux, maintenant doté d'une impressionnante crinière noire, contrastait avec son esprit brisé. Ou du moins, c'est ce que croyaient ses ravisseurs. Car derrière ses yeux ambrés, maintenant endurcis par l'expérience, une étincelle sauvage refusait de mourir. Les employés du domaine commentaient le comportement particulier de ce lion. Contrairement à d'autres animaux captifs, qui finissaient par devenir léthargiques ou complètement soumis, il conservait une posture vigilante. Ses yeux suivaient chaque mouvement, étudiant, apprenant, attendant. Certains des soigneurs sentaient un frisson lorsque ce regard pénétrant les accompagnait. C'était comme si, d'une manière ou d'une autre, cet animal attendait juste le bon moment. Parmi les employés, il y avait un jeune homme nommé Théo, né dans le village Xhosa près du domaine. Il observait le lion avec un mélange d'admiration et de culpabilité. Dans les moments où personne ne regardait, Théo s'approchait de la cage et murmurait des paroles de réconfort dans le dialecte de ses ancêtres. Parfois, il apportait des morceaux de viande supplémentaires, cachés dans ses poches. Ugsolo, appelait-il le lion. Paix en langue Xhosa. Et étonnamment, l'animal semblait reconnaître ce nom. La saison des pluies arriva avec une violence inhabituelle cette année-là. Les anciens du village disaient que les ancêtres étaient agités, que quelque chose d'important était sur le point d'arriver. Les nuages sombres s'accumulaient à l'horizon, comme des guerriers prêts au combat, et les éclairs zébraient le ciel comme des lances lumineuses. Lors de la 3e nuit de la grande tempête, alors que les clients du domaine se réfugiaient, dans leurs chambres luxueuses, la nature semblait déterminée à récupérer quelque chose qui lui avait été volé. Les vents hurlaient avec une fureur surnaturelle, arrachant des arbres et détruisant les structures les plus fragiles. L'eau de pluie, poussée par des rafales violentes, s'infiltrait par des fissures invisibles, rouillant les charnières et corrodant les serrures. Dans la zone des animaux, le chaos s'installa lorsqu'une partie du toit céda. Les employés couraient dans tous les sens, essayant de protéger les actifs
les plus précieux du domaine. Dans la confusion, personne ne remarqua que l'ancienne serrure de la cage du lion, déjà fragilisée par l'oxydation et par les tentatives constantes de l'animal de la tester, céda finalement avec un claquement presque imperceptible au milieu du rugissement de la tempête. Pendant un long moment, le lion resta immobile, comme s'il ne croyait pas ce que ses yeux voyaient. La porte, toujours si fermement verrouillée, oscillait maintenant légèrement avec le vent. Prudemment, il la poussa avec sa patte. La porte s'ouvrit de quelques centimètres supplémentaires. D'un mouvement fluide qui contredisait des années de confinement, le magnifique animal se glissa hors de la cage qui avait été son monde pendant si longtemps. Ses instincts, endormis mais jamais complètement éteints, le guidèrent loin des lumières et de l'odeur des humains. La pluie intense camouflait son odeur et recouvrait ses pas, tandis qu'il se déplaçait silencieusement à travers la propriété. Un muret bas, négligé à l'arrière du domaine qui jouxtait une réserve naturelle, fut facilement franchi d'un bond puissant. Et ainsi, sous le manteau protecteur de la plus sauvage des tempêtes, Uxolo disparut dans l'immensité de la savane africaine. Non pas comme l'animal de zoo que ses ravisseurs avaient créé, mais comme le prédateur que la nature avait toujours voulu qu'il soit. La tempête, complice de sa fuite, semblait célébrer sa liberté avec des éclairs qui illuminaient son chemin vers une nouvelle vie. Lorsque le matin arriva et que les employés découvrirent la cage vide, la panique se répandit dans le domaine comme une traînée de poudre. Le propriétaire, un homme robuste d'âge mûr nommé Duval, vociférait des ordres tandis que son visage passait par toutes les nuances de rouge possibles. Pour lui, il ne s'agissait pas de la perte d'un être vivant, mais d'un investissement extrêmement lucratif qui courait maintenant librement dans la savane. « Je veux cet animal de retour, mort ou vif », criait-il aux employés terrifiés, tout en composant déjà les numéros de chasseurs professionnels qui ne poseraient pas de questions embarrassantes sur les licences ou les autorisations légales. La nouvelle de la fuite du lion se répandit rapidement. D'abord parmi les employés, puis dans le village voisin, et finit par parvenir aux oreilles des autorités locales et d'une petite clinique vétérinaire à quelques kilomètres de là. Le docteur Isabelle Dubois était arrivée en Afrique du Sud à peine 3 mois auparavant, apportant avec elle non seulement ses connaissances en médecine vétérinaire de la faune sauvage, mais aussi les cicatrices émotionnelles d'un divorce traumatisant dans son France natale. La décision d'accepter le poste dans ce pays lointain avait été à la fois professionnelle et personnelle, une fuite de son propre enfermement émotionnel. Lorsque la nouvelle du lion fugitif lui parvint, quelque chose s'éveilla en elle. Ses mains tremblèrent légèrement en lisant le rapport précipité, qui décrivait les conditions dans lesquelles l'animal avait été détenu. Les photos jointes, montrant la cage minuscule et l'état physique compromis du lion, lui retournèrent l'estomac. « Ils vont le tuer », murmura-t-elle pour elle-même, observant par la fenêtre la pluie qui continuait de tomber avec moins d'intensité. « Ils vont le tuer simplement parce qu'il a osé chercher ce qui aurait dû être sien de droit. » Son assistante, une jeune femme locale nommée Nandi, remarqua le changement dans l'attitude de la vétérinaire française. « Qu'est-ce que vous comptez faire, docteur ?» demanda-t-elle prudemment. « Le trouver d'abord, » répondit Isabelle, avec une détermination qui la surprit même elle-même, avant que les chasseurs ne le fassent. Ce qu'Isabelle ne savait pas, c'est que sa décision impulsive la placerait au centre d'un conflit beaucoup plus grand, qui impliquait non seulement la vie d'un animal, mais aussi des traditions ancestrales, la cupidité des entreprises et son propre chemin de guérison. Dans le village Xhosa, les anciens se réunirent en cercle solennel à l'intérieur de la cabane principale. Le plus âgé d'entre eux, Mkulu Tembile, dont les yeux obscurcis par l'âge reflétaient encore une sagesse profonde, parlait à voix basse, tandis que les autres écoutaient avec révérence. « L'Ingonyama, le lion, ne s'est pas échappé par hasard, » disait-il, utilisant le mot pour lion dans sa langue. « Nos ancêtres l'ont libéré parce que le temps des comptes est arrivé. Les anciennes prophéties parlent d'un grand félin qui apporterait justice et renouveau à nos terres. » Les femmes plus jeunes, assises à la périphérie du cercle, échangèrent des regards sceptiques, mais n'osaient pas interrompre. L'une d'elles, cependant, Zandil, petite fille de Mkulu, osa questionner. « Grand-père, comment un animal,
Peut-il apporter la justice? Il n'est qu'un lion effrayé qui n'a jamais appris à chasser ou à vivre en liberté. L'ancien sourit avec patience. Tu as étudié dans les écoles des Blancs, ma petite fille, et c'est bien. Mais il y a des connaissances qui ne sont pas dans les livres. L'esprit du lion a toujours été respecté par notre peuple. Il est le messager entre ce monde et celui des ancêtres. Ce lion en particulier. Sa voix baissa jusqu'à un murmure presque inaudible. Ce lion porte une mission spéciale. Cette même nuit, contre la volonté des autorités locales qui avaient ordonné à personne de s'aventurer dans la réserve, les membres du village réalisèrent une cérémonie traditionnelle. Des tambours résonnèrent dans la savane tandis que des danses et des chants ancestraux honoraient l'esprit du grand félin. Les plus sensibles jurèrent que, à des moments précis, ils pouvaient entendre un rugissement lointain répondant à l'appel des tambours. Pendant ce temps, Théo, le jeune employé du domaine qui nourrissait secrètement le lion, faisait face à son propre dilemme. S'il révélait sa connaissance de l'animal, il pourrait aider à le protéger, mais il exposerait aussi sa propre implication dans ce qui était maintenant considéré comme une possible négligence criminelle de la part du domaine. La culpabilité le rongeait, car il savait qu'il aurait pu faire plus pendant toutes ces années. Après une nuit d'insomnie, il prit sa décision. Le lendemain matin, il se présenta à la petite clinique vétérinaire où il avait déjà entendu parler du docteur français qui prévoyait de trouver le lion avant les chasseurs. « Je peux aider », dit-il simplement lorsqu'il réussit enfin à parler à Isabelle. « Je connais Hugues Solo mieux que quiconque. »« Hugues Solo ?» questionna la vétérinaire, fronçant les sourcils. « C'est comme ça que je l'appelais », expliqua Théo, baissant les yeux. « Ça signifie paix dans ma langue. J'ai été l'un de ses soigneurs pendant 4 ans. Sa voix faiblit momentanément. J'aurais dû faire plus pour lui. » Isabelle étudia le jeune homme pendant quelques secondes, évaluant sa sincérité. « Pourquoi voulez-vous aider maintenant ?» Théo leva les yeux, et il y avait de la détermination dans son regard. « Parce que j'ai travaillé pour eux quand je ne savais pas mieux. Parce que j'ai vu ce qu'ils faisaient à ces animaux, et que je suis resté silencieux trop longtemps. Parce que... » hésita-t-il brièvement. « Parce que j'ai promis à Hugues Solo qu'un jour il serait libre, et je veux m'assurer que cette liberté dure plus que quelques jours, avant qu'une balle ne le trouve. » La confession de Théo contenait plus que ses mots ne le révélaient, mais Isabelle reconnut en lui le même besoin de rédemption qu'elle recherchait elle-même. Tendant la main, elle dit « Allons le trouver ensemble, alors. » Les premières semaines de liberté d'Hugues Solo furent des plus difficiles. La nature, bien que son véritable foyer, se présentait comme un environnement étrange et plein de dangers pour un animal qui n'avait jamais développé les compétences nécessaires pour y survivre. La faim fut son premier grand adversaire. Son corps, bien que puissant, n'avait jamais appris la technique de la chasse. Instinctivement, il savait qu'il devait poursuivre des proies, mais il lui manquait la précision et la patience développées pendant des années d'apprentissage qu'il aurait eues s'il avait grandi avec sa famille naturelle. Après plusieurs tentatives infructueuses de capturer de petites antilopes, la faim le poussa à s'approcher d'une ferme aux limites de la réserve. L'odeur de bétail domestique, proie facile et abondante, était irrésistible pour un prédateur affamé. À la ferme des Dubois, une famille afrikaneur qui vivait dans la région depuis des générations, la panique s'installa lorsqu'un des ouvriers aperçut le grand félin s'approchant du bétail à l'aube. Jacques Dubois, le fils aîné, réunit rapidement quelques hommes armés et, simultanément, alerta les autorités et filma l'animal avec son téléphone portable. Les images, capturées à distance et avec une qualité médiocre, ne montraient qu'un grand lion attaquant apparemment le troupeau. En quelques heures, la vidéo devint virale sur les réseaux sociaux, enflammant la peur dans la communauté locale et servant de justification pour que les autorités autorisent les chasseurs engagés par Duval à abattre l'animal s'ils le trouvaient. Ce que la vidéo ne montrait pas, cependant, est que seule Marthe Dubois, la matriarche de 78 ans de la famille, observa depuis sa véranda, était le comportement particulier du lion. Contrairement à un prédateur efficace, il semblait imiter des mouvements de chasse, comme s'il reproduisait quelque chose vu à distance. Son approche était hésitante, presque expérimentale,
Et lorsqu'un des taureaux les plus âgés du troupeau avança vers lui en posture défensive, le lion recula immédiatement. Confus. « Il ne sait pas chasser », murmura Marthe pour elle-même, observant à travers ses vieilles jumelles. C'est comme un enfant qui essaie d'imiter des adultes. Lorsque son fils et les ouvriers revinrent, se vantant d'avoir effrayé la bête, Marthe resta silencieuse. Ce soir-là, contrairement aux ordres exprès de la famille et des autorités, elle sépara une portion généreuse de la viande qui devait être le dîner de la famille, et, aidée de sa canne, marcha lentement jusqu'aux limites de la propriété. Déposant la viande sur une pierre plate, la vieille femme murmura des paroles que sa grand-mère, une femme qui respectait profondément les traditions africaines malgré son héritage européen, lui avait enseigné. Ingonyama, protecteur, accepte cette offrande et protège notre maison en remerciement. Dans les jours suivants, elle répéta le rituel secrètement. La 4e nuit, cachée derrière des buissons à une distance sûre, elle eut sa récompense. Le magnifique lion émergea des ombres, prudent, et accepta son offrande. Pendant un bref instant, leurs yeux croisèrent les siens, et Marthe sentit une reconnaissance qui transcendait la barrière entre les humains et les animaux. La nouvelle qu'un lion assassin rôdait dans la région se répandit rapidement, compliquant énormément le travail d'Isabelle et Théo. L'opinion publique, enflammée par les images décontextualisées et par la rhétorique sensationnaliste de certains médias, exigeait une action immédiate des autorités. « Ils ne comprennent pas », expliquait Isabelle frustrée lors d'une interview collective improvisée devant la clinique. « Ce n'est pas un prédateur commun. C'est un animal qui a passé toute sa vie en captivité, sans jamais développer les compétences de base de survie. Il est confus, effrayé et probablement affamé. Le tuer serait la solution la plus facile, mais pas la bonne. » Ces arguments, bien que logiquement solides, se heurtaient à la vague de peur qui se répandait dans la communauté. Les autorités locales, pressées de toutes parts, fixèrent un délai. Si le lion n'était pas capturé pour être réhabilité dans les 2 semaines, elles autoriseraient officiellement son abattage. Le temps pressait et les recherches s'intensifièrent. Utilisant sa connaissance du comportement de l'animal, Théo guidait Isabelle à travers des régions de la réserve où il pensait qu'Uxolo se réfugierait le plus probablement. Armé, seulement de tranquillisants, de caméras de surveillance et de beaucoup de détermination, il fouillait méthodiquement la savane. C'est au cours d'une de ses recherches qu'Isabelle remarqua quelque chose d'étrange dans le comportement de Théo. Chaque fois qu'ils s'approchèrent de certaines zones où des groupes de chasseurs cherchaient également, il redirigeait subtilement le chemin, comme s'il savait quelque chose qu'il ne partageait pas. « Vous savez où il est, n'est-ce pas ?» le confronta-t-elle finalement, après avoir remarqué un schéma dans ses déviations. Théo garda les yeux fixés sur l'horizon pendant de longues secondes avant de répondre. « Pas exactement, mais je connais des zones qu'il éviterait probablement, et d'autres où il pourrait se sentir en sécurité. » Après une pause, il ajouta à voix basse. Et je sais aussi que certaines équipes de recherche ne sont pas vraiment intéressées à le capturer vivant. Qu'est-ce que vous voulez dire? Duval offre une prime à quiconque ramènera le lion, vivant ou mort. Mais parmi les chasseurs, la rumeur court que la prime pour mort est significativement plus élevée. La révélation choqua Isabelle, mais expliquait aussi certaines attitudes qu'elle avait observées lors des réunions de coordination avec les autorités. Le propriétaire du domaine préférait clairement que l'animal ne soit pas retrouvé vivant. Un lion mort ne pourrait pas témoigner des conditions dans lesquelles il avait été détenu. Pendant que cette bataille humaine se déroulait, Uxolo s'adaptait lentement à sa nouvelle réalité. Les offrandes régulières de Marthe Dubois aidèrent à maintenir sa force dans les premiers jours cruciaux, lui donnant le temps de développer des rudiments de compétences de survie. Instinctivement, le grand félin s'éloigna des zones à forte activité humaine, trouvant refuge à proximité d'une rivière sinueuse qui traversait la partie la plus dense de la réserve. Là, la végétation était plus abondante et l'eau attirait divers animaux, proies potentielles plus vulnérables que le bétail protégé. Étonnamment, Uxolo ne se comportait pas comme le prédateur agressif que beaucoup craignaient. Des observateurs occasionnels, des chercheurs autorisés qui surveillaient la faune locale, rapportèrent des observations intrigantes.
Le lion semblait avoir établi une routine presque pacifique, observant d'autres animaux à distance, comme s'il étudiait leur comportement. Environ 3 mois après sa fuite, eut lieu le premier grand tournant de cette histoire. Une équipe de chercheurs de l'université de Cape Town, qui n'avait initialement aucune connaissance du lion fugitif et menait seulement des études de routine sur le comportement animal dans la réserve, capta des images extraordinaires. Hugues Solo avait établi un territoire dans le méandre de la rivière, où il coexistait pacifiquement avec d'autres herbivores. Plus surprenant encore, il semblait avoir développé une technique rudimentaire de pêche, quelque chose d'extrêmement inhabituel chez les lions. « C'est absolument fascinant », commenta le docteur Lunico Mabazo, primatologue qui dirigeait l'équipe de recherche lors d'une interview à une chaîne internationale. Nous assistons à un cas unique d'adaptation comportementale. Cet animal, privé de l'apprentissage social typique de son espèce, développe des stratégies alternatives de survie. Il est, essentiellement, en train de réinventer ce que signifie être un lion. Les images d'Hugues Solo pêchant sur les rives de la rivière, avec des mouvements soigneusement calculés, qui démontraient une intelligence adaptative exceptionnelle, capturèrent l'imagination du public mondial. De prédateur craint, il se transforma rapidement en symbole de résilience et d'adaptation. Cette nouvelle narration compliqua énormément les plans de Duval. Avec l'attention internationale maintenant tournée vers l'affaire, la pression sur son établissement s'intensifia. Des militants des droits des animaux, munis des nouvelles informations sur la capacité adaptative du lion, exigeaient des enquêtes sur les conditions des autres animaux détenus dans le domaine. La pression se traduisit par une inspection surprise qui révéla des conditions tout aussi déplorables pour divers autres animaux exotiques. Des images de cages surpeuplées, d'animaux sous-alimentés et d'installations insalubres furent divulguées à la presse, provoquant une tempête de critiques et l'annulation massive de réservations au domaine. Acculé par la crise de réputation et par les enquêtes qui commençaient, Duval joua sa dernière carte. Dans une interview exclusive à un grand journal, il présenta des documents apparemment officiels qui prouvaient la propriété légale du lion et d'autres animaux. Ces animaux ont été acquis légitimement par les canaux appropriés, affirma-t-il avec une fausse indignation. Nous avons toutes les licences nécessaires et nous avons toujours suivi à la lettre les réglementations sur le bien-être animal. Cette campagne de diffamation est orchestrée par des extrémistes et par des concurrents envieux du succès de notre entreprise. Les documents, bien que révélés plus tard comme des falsifications sophistiquées, compliquèrent énormément la situation légale. Pendant que les autorités et les experts analysaient leur véracité, Duval obtint une injonction judiciaire qui lui garantissait le droit de récupérer sa propriété, une décision qui autorisait effectivement la recapture du lion. Pour la communauté locale, l'affaire s'était transformée en bien plus que l'histoire d'un animal fugitif. Elle était devenue un symbole du conflit entre l'exploitation commerciale et les valeurs traditionnelles de conservation, entre la cupidité immédiate et la durabilité à long terme. Dans le village Xhosa, les cérémonies en l'honneur de l'esprit du lion s'intensifièrent. Maintenant, ce n'étaient pas seulement les anciens qui participaient, mais aussi des jeunes qui montraient normalement du scepticisme à l'égard des traditions. L'histoire d'Hugues Solo touchait quelque chose de profond dans la conscience collective. C'était un écho de leur propre histoire de résistance et d'adaptation face à la colonisation et à l'oppression. Pendant ce temps, Isabelle et Théo continuaient leur travail, maintenant aidés par le réseau croissant de soutien qui comprenait des chercheurs universitaires, des militants écologistes et des membres de la communauté locale. Ensemble, ils établirent un périmètre de surveillance discret autour de la zone où Hugues Solo s'était établi, non pas pour le capturer, mais pour le protéger des chasseurs potentiels. Environ 6 mois après la fuite, se produisit un développement que personne n'avait prévu. Surveillant Hugues Solo à distance grâce à des caméras camouflées, l'équipe d'Isabelle capta des images extraordinaires. Le lion s'était approché d'un petit groupe de lions sauvages qui traversaient occasionnellement cette région de la réserve. La tension entre les chercheurs était palpable, tandis qu'ils observaient les enregistrements. La rencontre entre un lion élevé en captivité et des lions sauvages pourrait facilement se terminer en tragédie.
Les lions sont des animaux territoriaux et hiérarchiques. Les intrus sont souvent attaqués impitoyablement. Les images initiales confirmaient ces craintes. Le groupe de 3 lionnes et un lion mâle montrait des signes clairs d'hostilité, crinière hérissée, grognements, posture défensive. Uxolo, pour sa part, affichait un comportement déconcertant pour les spécialistes. Au lieu de répondre avec agressivité ou de fuir, il adopta une posture presque soumise, gardant une distance respectueuse, mais restant visible. Dans les jours suivants, les caméras continuèrent d'enregistrer des interactions à distance. Graduellement, l'hostilité initiale céda la place à une curiosité prudente. Le lion sauvage, un mâle imposant d'environ 8 ans, autorisa apparemment Uxolo à rester à la périphérie du territoire du groupe, à condition qu'il respecte certaines frontières invisibles. C'est comme si nous observions un processus d'intégration sociale qui prendrait normalement des années, se déroulant en temps comprimé, commenta Isabelle, étudiant les enregistrements avec des yeux émerveillés. Uxolo démontre une intelligence sociale qui contredit tout ce que nous savons sur les lions élevés en isolement. Cette évolution apporta un espoir renouvelé, non seulement pour l'avenir du lion, mais aussi pour tout le projet de conservation qui se développait maintenant autour de son histoire. Si Uxolo réussissait finalement à s'intégrer à un groupe sauvage, ce serait la preuve définitive que même des animaux privés de développement naturel pourraient, avec du temps et des conditions adéquates, se reconnecter à leur nature essentielle. Cependant, justement au moment où les perspectives semblaient les plus prometteuses, Isabelle fit face à son propre obstacle personnel. Lors d'une expédition pour repositionner des caméras de surveillance dans des zones plus reculées de la réserve, elle fut piquée par un insecte apparemment inoffensif. Ce qui commença comme une petite irritation évolua rapidement en une infection tropicale sévère, la forçant à être hospitalisée. Délirante de forte fièvre, Isabelle murmurait constamment à propos du lion et de sa responsabilité de le protéger. Théo, qui dirigeait maintenant temporairement l'équipe de surveillance, lui rendait visite régulièrement, apportant des nouvelles d'Uxolo qui aidaient à maintenir son esprit combatif pendant le difficile processus de guérison. Cependant, un de ces moments de lucidité entre les crises fébriles qu'Isabelle fit une révélation surprenante à Théo. « Je ne me bats pas seulement pour Uxolo, vous savez, je me bats pour moi aussi. Quand mon mariage s'est terminé, après avoir découvert que mon mari menait une vie parallèle pendant des années, je me suis senti comme un animal en cage qui soudainement réalise ses barreaux. Uxolo représente quelque chose de personnel. Pour moi, la possibilité de recommencer, de redécouvrir qui nous sommes vraiment lorsque nous sommes libres des limitations imposées. » La confession renforça encore davantage le lien entre eux, qui partageaient maintenant non seulement un objectif commun, mais aussi la compréhension profonde de la façon dont les histoires personnelles d'enfermement et de libération s'entrelaçaient avec le voyage du lion qu'il protégeait. Pendant sa convalescence, Isabelle reçut une visite inattendue. Marthe Dubois, la vieille femme qui avait secrètement nourri Uxolo dans les premiers jours de sa liberté. La dame, s'appuyant sur sa canne avec une dignité impressionnante pour ses 78 ans, apportait avec elle un paquet poussiéreux. « J'ai trouvé ça dans le grenier de notre maison », expliqua-t-elle, remettant le paquet à Isabelle. Ça a appartenu à l'ancien soigneur du domaine, un homme nommé Johannes, qui y a travaillé dans les premières années. Il a séjourné dans notre ferme pendant quelques semaines, avant de disparaître mystérieusement. Il a laissé ses journaux derrière lui. Les journaux, écrits en afrikaans avec une calligraphie méticuleuse, contenaient des registres détaillés des premières années du domaine, y compris des informations sur la capture et le transport illégal de lionceaux sauvages. Entre les pages jaunies, Isabelle fit une révélation choquante. Uxolo n'avait pas été le seul lionceau capturé ce jour fatidique. Une sœur, nommée Tandy dans les registres, avait été séparée de lui et envoyée dans un autre établissement. « Il y a une sœur », murmura Isabelle, sentant un frisson parcourir son échine. « Nous devons la retrouver. » Les journaux ne précisaient pas la destination exacte de Tandy, mentionnant seulement qu'elle avait été vendue à un acheteur du secteur du divertissement. La piste était vague, mais suffisante pour lancer une nouvelle recherche parallèle à la protection continue d'Uxolo. Avec Isabelle toujours en convalescence, Théo coordonna un réseau de contacts et d'informateurs pour retrouver la trace de la lionne. Des militants,
d'anciens employés du secteur des animaux exotiques et même des chasseurs réformés furent mobilisés discrètement pour cette recherche. Environ 8 mois après la fuite d'Uxolo, l'effort aboutit à une découverte surprenante. Tandy avait été localisé dans un petit cirque itinérant qui se produisait actuellement dans une ville à environ 300 km de là. Les photographies envoyées par un informateur montraient une lionne maigre et sans éclat dans les yeux, forcée d'exécuter des tours simples dans une arène improvisée. Armée des registres des journaux qui prouvaient l'origine illégale de l'animal et du soutien d'une organisation de défense des droits des animaux, ayant une expérience juridique, Théo et une équipe d'avocats obtinrent une ordonnance judiciaire d'urgence pour la saisie de la lionne. L'opération de sauvetage, menée avec le soutien discret des autorités locales, rencontra une résistance minimale de la part des propriétaires du cirque, qui savaient clairement être en situation irrégulière. Tandy fut transporté immédiatement vers un centre de réhabilitation associé à la clinique d'Isabelle. Son état physique était considérablement pire que celui d'Uxolo lorsqu'il s'était échappé. Des années de malnutrition, d'espace inadéquat et d'entraînement basé sur des punitions avaient laissé des marques visibles. Cicatrices, muscles, atrophiés, et un comportement qui alternait entre apathie profonde et agressivité défensive. Contrairement à son frère, Tandy ne montrait pas la même impulsion vers la liberté. Habituée à répondre à des ordres spécifiques et dépendante des humains pour se nourrir, elle semblait désorientée lorsqu'elle était placée dans un enclos plus grand, retournant fréquemment volontairement vers la plus petite zone couverte disponible. Cette différence fondamentale entre les frères créa un dilemme éthique pour Isabelle et son équipe. Alors qu'Uxolo avait répondu positivement à la liberté, s'adaptant progressivement à la vie sauvage, Tandy semblait incapable ou réticente à embrasser cette transition. Tous les animaux ne répondent pas de la même manière, expliqua Isabelle lors d'une réunion avec son équipe, maintenant visiblement plus mince après sa maladie, mais avec une détermination renouvelée dans les yeux. Nous devons accepter que le mieux pour Tandy n'est peut-être pas la même chose que pour Uxolo. La forcer à une liberté pour laquelle elle n'est pas préparée serait une autre forme de cruauté. Cette reconnaissance mena à une approche double. Tandis qu'il continuait à surveiller et à protéger Uxolo dans sa réadaptation progressive à la vie sauvage, il travaillait avec Tandy sur un programme progressif qui respectait ses limitations, se concentrant principalement sur son bien-être physique et psychologique, sans attentes irréalistes de réintroduction complète. La différence dans l'approche généra des tensions avec les anciens du village Xhosa, qui voyaient dans la séparation continue des frères une perpétuation du déséquilibre spirituel qu'ils croyaient être à la racine des problèmes de la région. Les frères doivent être réunis pour que l'harmonie soit restaurée, insistait Mekulu Tembil, lors d'une rencontre tendue avec Isabelle. Leurs âmes sont connectées depuis la naissance. Les maintenir séparés, c'est prolonger la souffrance des deux. Isabelle, bien qu'elle respectât profondément la sagesse traditionnelle et reconnut l'importance d'intégrer les connaissances ancestrales dans les pratiques modernes de conservation, se retrouvait face à un dilemme professionnel. Je comprends l'importance spirituelle de cette réunion, Mekulu, mais Tandy ne survivrait pas une semaine dans la savane dans son état actuel. Elle n'a jamais appris à chasser. Elle ne reconnaît pas les prédateurs. Et sa socialisation avec d'autres lions a été complètement compromise. L'impasse entre les approches scientifiques et traditionnelles semblait irréconciliable, jusqu'à ce que Nandi, l'assistante d'Isabelle et petite-fille d'un autre ancien respecté, proposa une solution hybride. Et si nous travaillions à préparer Tandy graduellement, en combinant des méthodes de réhabilitation modernes avec des cérémonies traditionnelles, en permettant aux deux connaissances de contribuer à sa guérison. La proposition, initialement reçue avec scepticisme des deux côtés, évolua finalement vers une collaboration inédite entre vétérinaires, biologistes, de la conservation et praticiens des connaissances traditionnelles Xhosa. Ensemble, ils développèrent un programme qui respectait à la fois le bien-être physique de Tandy et les besoins spirituels reconnus par la communauté locale. Environ 10 mois après la fuite d'Uxolo, un autre développement inattendu modifia à nouveau le cours de l'histoire. Théo, le jeune homme qui avait aidé Isabelle depuis le début, la chercha avec une confession qu'il portait depuis des mois. Ces mois
admit-il, d'une voix tremblante mais déterminée. C'est moi qui ai délibérément desserré les serrures de la cage pendant la tempête. Ce n'était pas accidentel. Sa confession comprenait des détails méticuleux. Comment il avait graduellement saboté la serrure au fil des semaines, attendant juste l'opportunité idéale, comment il avait étudié les itinéraires de patrouille, des gardes pour s'assurer qu'Uxolo est une voie de fuite viable, comment il avait laissé de petits marquages que seul le lion reconnaîtrait, le guidant instinctivement loin des zones dangereuses. « Pourquoi me racontez-vous ça maintenant ?» demanda Isabelle, consciente des sérieuses implications légales qu'une telle confession pourrait avoir. « Parce que l'heure de la vérité complète est arrivée, » répondit Théo. « Duval fait pression pour une enquête criminelle sur la fuite. Et des innocents pourraient être coupables, de plus, » hésita-t-il brièvement. « Je crois qu'Uxolo et Tandy méritent que quelqu'un assume publiquement la responsabilité d'avoir essayé de corriger ce qui leur a été fait. » La confession de Théo, lorsqu'elle devint finalement publique, divisa les opinions. Pour certains, il était un criminel qui avait mis les communautés en danger en libérant un prédateur potentiellement dangereux. Pour d'autres, c'était un héros qui avait tout risqué pour corriger une injustice. Le processus légal qui s'ensuivit reflétait cette ambiguïté morale, avec des procureurs faisant pression pour des sanctions sévères, tandis que la défense plaidait des circonstances atténuantes basées sur l'historique de mauvais traitements aux animaux dans le domaine. Pendant que le drame humain se déroulait devant les tribunaux, Tandy continuait son lent processus de guérison. Différente d'Uxolo, elle montrait un lien fort avec ses soigneurs humains, en particulier avec Isabelle, avec qui elle développa une relation de confiance extraordinaire. Elle apprend à être lionne à nouveau, mais à sa manière, expliquait Isabelle aux visiteurs du centre de réhabilitation, où Tandy occupait maintenant un enclos spacieux spécialement conçu avec des zones qui simulaient différents habitats naturels. Il serait injuste de la comparer à son frère, ou de lui imposer un modèle unique de succès. Chaque animal, comme chaque personne, a son propre chemin de guérison. Le programme hybride de réhabilitation commençait à montrer des résultats prometteurs. Tandy explorait graduellement des zones plus vastes de son enclos, montrait un intérêt croissant pour des jouets qui simulèrent des proies, et surtout commençait à afficher des comportements naturels de son espèce qui avaient été supprimés pendant des années de captivité abusive. Un an après la fuite d'Uxolo, alors que peu croyaient encore que des surprises supplémentaires étaient possibles dans cette histoire déjà extraordinaire, se produisit peut-être le plus surprenant des développements. Lors d'une période de surveillance de routine, les caméras captèrent Uxolo, maintenant complètement intégré au groupe de lions sauvages, s'approchant de la frontière de la réserve adjacente au centre de réhabilitation où Tandy était hébergé. Pendant 3 jours consécutifs, il fut vu dans la même zone comme s'il établissait consciemment sa présence là. Il peut sentir son odeur, suggéra un des biologistes de l'équipe, bien que cela sembla presque impossible compte tenu de la distance. Les lions ont un odorat exceptionnel, et les liens entre frères et sœurs de la même portée peuvent persister de manière que nous ne comprenons pas complètement. Après de longues délibérations et consultations avec des experts comportementaux, Isabelle prit une décision risquée, permettre à Tandy d'explorer, sous surveillance attentive, une zone extérieure adjacente à son enclos habituel, zone qui coïncidait avec l'endroit où Uxolo avait été aperçu à plusieurs reprises. La rencontre, lorsqu'elle eut finalement lieu, fut documentée en détail par des dizaines de caméras stratégiquement positionnées, mais aucun équipement ne pouvait capturer pleinement la charge émotionnelle du moment. Tandy, initialement, hésitante et clairement anxieuse dans l'espace ouvert, se figea complètement lorsqu'elle aperçut son frère à environ 100 mètres de distance. Uxolo, pour sa part, resta immobile, seuls ses yeux attentifs et ses oreilles dressées indiquant sa pleine conscience de la présence de sa sœur. Pendant près de 20 minutes, les deux restèrent ainsi, comme des statues dorées contre le rouge intense du coucher de soleil africain. Puis, dans un mouvement si fluide qu'il semblait chorégraphié, les deux commencèrent à s'approcher simultanément. Les spécialistes qui observaient retinrent leur souffle, prêts à intervenir si nécessaire. Mais ce qui suivit défia toutes les attentes scientifiques,
Il n'y eut pas d'agression, de confrontation ou de peur, seulement une reconnaissance silencieuse qui culmina lorsque Uxolo toucha gentiment la tête de sa sœur avec la sienne, un geste typique de salutation entre Lions Familiar. Dans les semaines qui suivirent, les rencontres supervisées continuèrent, respectant toujours le rythme de Tandy, qui montrait graduellement plus de confiance dans les espaces ouverts lorsqu'elle était en présence de son frère. Plus surprenant encore, le groupe de lions sauvages qui avait accepté Uxolo l'accompagnait occasionnellement à distance, observant avec une curiosité apparente ces rencontres. Le tournant final se produisit lorsque, lors d'une de ces rencontres, Tandy suivit volontairement Uxolo sur une distance considérable en direction du territoire du groupe sauvage. Les lionnes du groupe, bien qu'initialement prudentes, ne montrèrent pas d'hostilité, et le mâle dominant sembla avoir accepté la présence d'un membre de plus sous la protection d'Uxolo, qui occupait maintenant une position respectée, bien que subordonnée, dans la hiérarchie du groupe. Contre toute attente et contrairement à toute connaissance conventionnelle sur la réhabilitation des grands félins, on assistait à ce que beaucoup considéraient comme impossible. Deux lions, privés de développement naturel et maintenus en captivité abusive pendant des années, non seulement se réadaptant à la vie sauvage, mais le faisant ensemble, reconstruisant le lien familial que les humains avaient détruit. Cette histoire extraordinaire attira une attention internationale sans précédent sur les questions de conservation et de bien-être animal dans la région. Documentaristes, chercheurs et militants convergèrent pour documenter et apprendre de ce cas unique. Duval, reconnaissant le changement irréversible de l'opinion publique et faisant face à des poursuites pénales liées à la falsification de documents et à la maltraitance animale, fit une dernière tentative pour sauver sa réputation et ses affaires. Il annonça la transformation complète du domaine en un sanctuaire de conservation, offrant à Isabelle le poste de directrice. L'offre plaça Isabelle devant un dilemme complexe. Travailler avec son ancien adversaire signifierait des ressources substantielles pour des projets de conservation, mais pourrait aussi être interprété comme une légitimation de ses pratiques passées. Après une profonde réflexion et consultation avec son réseau de soutien, y compris Théo et les anciens du village, elle déclina l'offre. « Je ne peux pas construire un avenir de conservation authentique sur des fondations compromises », expliqua-t-elle lors d'une conférence de presse. Le véritable respect des animaux et de la sagesse traditionnelle de conservation exige un nouveau départ complet, pas seulement un rebranding de pratiques d'exploitation. Au lieu de cela, avec le soutien de donateurs internationaux inspirés par l'histoire d'Uxolo et Tandy, Isabelle établit son propre centre indépendant de réhabilitation et de recherche, incorporant à la fois des pratiques scientifiques, modernes et des connaissances traditionnelles Xhosa de conservation. Théo, après avoir effectué des travaux d'intérêt général pour sa confession, devint coordinateur du programme éducatif du centre, traduisant des concepts complexes de conservation en un langage accessible aux communautés locales et aux visiteurs. Le centre, stratégiquement situé à la frontière de la réserve, où vivaient maintenant les frères lions, servait de point de surveillance discret de la progression de leur réadaptation, en plus de fonctionner comme installation de réhabilitation pour d'autres animaux sauvés de situations similaires. Occasionnellement, principalement à l'aube ou au crépuscule, Uxolo et Tandy étaient aperçus à proximité du périmètre du centre, comme s'ils venaient vérifier les progrès de leur ancienne protectrice. Leur présence, toujours à une distance respectueuse mais visible, était devenue une sorte d'approbation silencieuse du travail réalisé là. Pour la communauté Xhosa locale, l'histoire des lions frères s'est transformée en légende moderne, incorporée aux cérémonies traditionnelles et enseignée aux enfants comme exemple de l'équilibre nécessaire entre respect de la nature et adaptation au monde moderne. Les anciens voyaient dans la trajectoire des félins la confirmation d'anciennes prophéties sur le renouveau et la justice naturelle. Pour Isabelle, le voyage qui avait commencé comme une mission de sauvetage s'était transformé en une profonde redécouverte personnelle. Comme elle l'expliquait dans son journal, qui serait finalement publié comme un livre inspirant pour les défenseurs de la nature du monde entier. En essayant de libérer Uxolo et Tandy de leur cage physique, j'ai fini par découvrir le chemin pour sortir de mes propres cages émotionnelles.
Il y a une vérité universelle là-dedans. La liberté, même tardive et imparfaite, a un pouvoir transformateur, non seulement pour ceux qui sont libérés, mais aussi pour ceux qui participent au processus de libération. Et ainsi, dans les vastes plaines dorées de la savane africaine, sous le même soleil intense qui avait été témoin de leur séparation traumatisante des années auparavant, deux frères lions continuaient leur extraordinaire voyage de réadaptation et de guérison, symbole vivant d'une vérité qui transcende les espèces, que même après des années de confinement, l'esprit sauvage peut se réveiller à nouveau lorsque l'opportunité de la liberté est offerte.